Sa présidente, Madame Claudette Caux, pour son engagement sans faille et son rôle dans le rayonnement de la littérature à Caen. Bravo Claudette et merci. Ce qui nous réunit aujourd'hui, auteurs, éditeurs ou libraires ou simples amateurs de littérature, c'est la mise en lumière de notre territoire. J'en parlais à Élise Leport, c'est Élise Leport tout à l'heure. Terre d'écrivains, terre de libraires, terre d'éditeurs, terre d'auteurs, donc de toute nature. On ne le dira jamais assez, la véritable ville, capitale culturelle de Normandie, c'est Caen. À raison, ce rendez-vous annuel est devenu un moment important de l'année littéraire à Caen par le travail méticuleux de sélection des passionnés de littérature de l'association. D'ailleurs, j'ai lu avec intérêt le papier dévolu à notre ami François Decamps, que j'ai aperçu tout à l'heure, qui est dans la salle, papier dans Ouest France il y a quelques jours, qui racontait ce qui se passait dans l'association et comment il travaillait. Et je note aussi l'excellente qualité des œuvres qui, chaque année, nous sont présentées. Je vous remercie donc à nouveau pour votre engagement, toutes et tous, et je vais dans peu de temps céder la parole aux jurés de cette édition 2024 pour une présentation des 11 ouvrages présélectionnés. Alors sur les 11, je n'en ai lu que 2. Le livre de Zadig Amroun, qui est ici présent, paru chez Emmanuel Collat, La Nuit barbare. Je dois dire que j'ai été impressionné par votre livre, je vous le dis, tout de go. Je ne sais pas si vous serez le lauréat, mais je vous le dis tout de go. L'histoire de ce garçon né à Hérouville qui se transfigure au contact de la littérature, de l'art et de la musique. Beaucoup de choses qui m'ont touché, notamment les références au Caravage et à Mozart, bien évidemment. Et puis, Astrid Delage, je ne sais pas si elle est présente. Non, elle s'est excusée. Bon, pour son très beau livre aussi, De la main d'une femme, sur le thème de Charlotte Corday, qui est très présente à mon cœur, ici, dans cette ville de Caen. Donc je n'en ai lu que 2, et ces 2-là témoignent l'un et l'autre de l'excellent niveau des ouvrages en lice pour le prix 2024. Après la présentation par les jurés, Claudette Caux annoncera et présentera le trinôme de tête, comme d'habitude, n'est-ce pas Claudette? Puis le vainqueur, bien évidemment, sachant que le prix sera remis officiellement le 27 mars à l'Hôtel de Ville, et que le lauréat sera, comme d'habitude, invité à présenter son ouvrage pendant le Salon du Livre Époque, qui se déroulera cette année, je tiens à vous le dire, tout de go, du 24 au 26 mai prochain à l'Hôtel de Ville. Je vous remercie, je n'en dirai pas plus parce que c'est beaucoup plus intéressant d'entendre ce que vont vous dire ces dames et ces messieurs. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Donc, vous avez cette fois indiqué les membres du jury. Pour vous donner une idée, nous sommes 16. Normalement, nous devons être 17, mais nous attendons que le secrétaire ès-qualité du jury, qui est le directeur ou la directrice de la BAT, soit nommé. C'est pour ça que nous, pour l'instant, nous fonctionnons à 16. Nous sommes 17. Voilà.
nous avons tenu à montrer les noms du jury, puisque ici, vous pourriez considérer qu'il n'y en a que 6, mais ce sont les 6 volontaires qui se sont désignés pour présenter la présélection. Puisqu'en effet, depuis plusieurs années, nous ne célébrons pas que le lauréat, nous célébrons tous les livres que nous avons lus et qui ont été présélectionnés. Donc vous avez la liste. Voilà la liste finale de notre présélection. Et là, vous voyez qu'ils sont par ordre alphabétique. La présentation de mes collègues se fera selon cet ordre alphabétique, qui sera rompu un petit peu, puisque c'est moi qui présenterai le trinôme arrivé en tête. La main qui s'ankylose, les freins qui lâchent, la direction peut-être. Je ne saurais jamais. Le taillis fonce sur la calandre de la voiture. Un arbre déchire la portière. Le rétroviseur, sectionné, se détache de la carrosserie et disparaît dans la pénombre. Pas de réverbère pour immortaliser la scène. Pas d'autres véhicules à l'horizon. Personne pour donner sa version des faits. Le pare-brise résiste d'abord un peu, puis se fissure lamentablement, avant d'imploser comme un verre d'Uralex projeté sur le carrelage d'un réfectoire. La tôle commence à vriller, emportée par la violence du choc et l'inertie des 1060 kilos de ma MG coloris vert anglais. La capote en tissu noir, bientôt, s'éventre plus qu'elle ne se déchire. Tout à la violence du choc, mon roadster s'envole dans un premier tonneau auquel je ne survivrai pas, m'épargnant l'affront de la suite. Mon corps éjecté, mes vêtements lacérés par ce qui reste du pare-brise, et mon être tout entier qui s'envole quelques secondes à peine pour rouler un peu plus loin sur l'enrobé bituminé damé de frais l'après-midi même par le personnel de la DDE. Voilà. À 22h30, Hervé L., brigadier d'astreinte à la gendarmerie d'Honfleur, reçoit l'appel d'un automobiliste traumatisé par le spectacle de mon corps au milieu de la chaussée. Le premier à avoir emprunté le tronçon de la D513 où mon cabriolet aura rendu son dernier vrombissement. Il va falloir prendre sa déposition, lui remonter un peu le moral aussi, s'assurer que tout va bien. Ce n'est pas forcément le genre de tâche où Hervé excelle, mais il prend sur lui. Il se persuade qu'une petite tape dans le dos vaut tous les discours, plus proche du minimum syndical que de la cellule de soutien psychologique. Il gère néanmoins le reste de main de maître. Il faut lui reconnaître ça. 67 minutes après mon funeste et fulgurant salto, la circulation est de nouveau autorisée sur cette portion de route. SAMU, société de dépannage, experts de tout crin. Les habituels corps de métier se sont succédés dans un élégant ballet mortuaire. Seuls quelques éclats de verre et taches de sang brillent encore dans le faisceau des gyrophares. Voilà ce qui reste de moi et de mon précieux roadster sur le goudron encore luisant. C'est désormais un fait établi, je suis mort. Un banal accident de la route, raconté, vous l'aurez noté avec un brin d'humour, et c'est un fragile équilibre qui s'écroule. Mathieu vient de mourir. Xavier, qui venait de construire avec lui une émouvante histoire d'amour, tout en maintenant les apparences de son mariage avec Marie. Cet étrange ménage à trois est raconté de manière poignante par les 3 protagonistes. Mathieu, le mort, Xavier et Marie. Chacun envisage la situation selon sa propre sensibilité et son propre point de vue. Le lecteur est partie prenante de toutes les étapes de cette belle histoire d'amour, tout en douceur, retenue et pudeur, mais où l'envie, l'urgence, la passion et le chagrin s'expriment avec force. Rien n'était prémédité, rien n'était vraiment voulu. Ni Mathieu, ni Xavier n'ont contrôlé ce coup de foudre.
C'est arrivé, c'est tout. Jeanne, la fille de Marie et Xavier, qui a compris très tôt ce qui se passait, saura-t-elle, avec sa sensibilité et la fougue de sa jeunesse, recoller les morceaux de ce ménage à trois, brisé à jamais? À chaque lecteur de l'imaginer. On ne présente plus, bien sûr, Jérôme Garcin. Nous lui avons évidemment réservé une place dans la sélection de cette année pour Mes Fragiles, publié chez Gallimard. Dans la page que je vais lire, Jérôme Garcin évoque plus particulièrement son frère Laurent, fragile parmi les fragiles. Lorsque je passe aujourd'hui sur les quais près de l'hôpital Pompidou, où il s'est éteint, et quand je vais à la Cinémathèque française, située à côté du foyer d'hébergement où il aurait pu être accueilli, je ne peux me retenir de penser que Laurent, dans son ultime échappée, n'a pas voulu m'encombrer ni me charger d'un poids trop lourd, que sa bonté allait jusqu'à s'éclipser sans faire de bruit, pour me laisser vivre, me laisser lui survivre, comme j'ai survécu, couturé mais debout, à mon jumeau, à mon jeune papa, à ma vieille maman. Et aussi pour ne pas tourmenter, par sa présence massive et inquiète, l'amour fou que je porte à la famille nombreuse, radieuse, qu'Anne-Marie et moi avons construite. Je sais que je prête à Laurent une prévenance imaginaire. Il n'a rien souhaité. Il a seulement été terrassé par le Covid, après avoir toujours été déboussolé, égaré par l'X fragile. Mais j'imagine, s'il en avait réchappé et que j'avais eu à exercer mon rôle de tuteur, ce qu'eût été notre existence commune. Il aurait été ma préoccupation quotidienne. J'aurais craint sans cesse pour sa santé mentale et physique, tellement menacée. Je l'aurais habillé, chaussé, équipé, entouré. Il m'aurait affolé. Je me serais alarmé à la moindre de ces figures dans les rues de Paris, plus nombreuses et énigmatiques encore depuis la mort de notre mère. J'aurais appelé en vain sur son portable, dont il n'écoutait pas les messages laissés sur le répondeur. Je lui aurais proposé des rendez-vous auxquels il ne serait pas venu. Sa sauvagerie ne serait sans doute pas accommodée de mes journées trop ordonnancées, ni mes journées de sa sauvagerie. J'aurais eu peur que mon permanent souci de lui me détourne de travailler au bonheur des miens. J'aurais cherché comment le rendre heureux, plus sociable, plus ouvert, lui faire reprendre le chemin de l'atelier et de la peinture, sans comprendre pourquoi c'était sans doute une chimère. Et j'aurais senti, depuis le je ne sais où, ma mère veiller à ce que je veille sur lui. Combien de temps aurais-je tenu? Aurais-je eu ce courage-là? Étais-je seulement capable de cette abnégation? Peut-être sa fragilité aurait-elle eu raison de la mienne. Lui. Je suis un voyeur, j'ai bien des défauts, mais celui-là m'était inconnu jusqu'ici. Il me fait honte. Pourtant ce n'est pas mon genre de regarder les femmes. Encore moins une femme à sa fenêtre. Son balcon se trouve face au mien, à l'angle de la rue de la Petite-Pierre. Il y a 1 an, je me suis installée au 6e étage de cet immeuble parisien, à la façade blanche. Ses fenêtres sont restées closes de longues semaines et, au début du mois dernier, elles se sont ouvertes sur cette femme. Je ne distingue pas bien ses traits. Je crois qu'elle vit seule. Depuis, chaque matin, j'attends le moment où ses bras vont s'ouvrir avec cette grâce d'un salut au soleil. Je le prends pour moi, c'est peu de choses, c'est beaucoup. Ce matin, comme chaque matin, elle se cale dans son fauteuil et plonge son regard dans les pages de son livre.
J'aimerais savoir ce qu'il affige avec une telle constance. Un auteur du XIXe siècle? Le dernier Goncourt? Un recueil de poésie? À ce jour, je n'en ai aucune idée. Elle ne sait pas que j'imagine ses pensées. Elle m'offre la seule compagnie qu'il me reste. La regarder m'empêche de renoncer totalement au genre humain. Elle. J'ai assez de livres pour tenir encore longtemps. Lire m'est plus nécessaire que manger. Elle le sait, Jasmine. Sans les livres, je ne serais sans doute plus. Elle le sait aussi. Les livres, j'en lis plusieurs par semaine. Ce sont mes voyages. La littérature soigne mes cicatrices. Elles sont profondes et anciennes. Mais je n'aime pas m'y attarder. Je suis tranquille ici. C'est mon havre de paix. Sur ma gauche, en fin d'après-midi, le square s'anime des rires des enfants. Cette joie innocente me fait du bien. En général, c'est l'heure où je bois mon thé. Lui aussi, il observe les enfants. Cet homme en face. Je l'aperçois à sa fenêtre. Il semble, comme moi, inscrire sa vie à ces vitres fouettées par les pluies ou chauffées à blanc par le soleil. C'est une vie lente, autant que la mienne. Je ne suis là que depuis quelques semaines et je me demande depuis quand il s'est figé à cette place. Il croit sans doute que je ne le vois pas. Au début, j'ai cru qu'il observait la rue. Mais je vois bien qu'il m'observe, moi. Même derrière ces carreaux et à une distance une dizaine de mètres, l'intensité de sa présence me gêne. J'ai appris à devenir invisible, à me méfier. La construction de ce roman est simple, la forme efficace. De courts chapitres qui se succèdent, lui, elle, lui, elle. Le lecteur suit l'évolution de leurs pensées, leurs réactions et découvre au fil de la lecture ce qui motive leur agoraphobie et leur angoisse. La lecture est leur point commun, un très bon point. On se prend au jeu de savoir comment tout cela va finir et rien n'est évident. Véronique et Jasmine, sœurs respectives de lui et elle, forment un contrepoint positif et optimiste aux deux personnages qui peinent à se reconstruire et à conquérir leur liberté. Mais pour cela, il leur faut affronter leur peur. Astrid Delage, dans De la main d'une femme, publié chez Grasset, part à la recherche de sa lointaine cousine, Charlotte Corday, que l'histoire a figée dans son acte, un peu comme Marat dans sa baignoire dans le tableau de David. Mais quels ressorts intimes l'ont mené jusque-là? À l'issue de cette quête, qui n'est pas seulement une enquête, il reste bien des ombres, nous dit l'auteur, s'adressant à Charlotte. Je me demande ce que tu as voulu dire en écrivant à Barbaroux avant ton exécution. Une imagination vive, un cœur sensible, promettent une vie bien orageuse. Je prie ceux qui me regretteraient de le considérer. La page que j'ai choisi de lire témoigne bien de l'exploration intime, obstinée, incertaine, du parcours de Charlotte par Astrid Delage. Plus j'avance dans cette enquête, plus je réalise qu'il est difficile de la cerner. C'est une femme complexe, une personnalité en devenir qui n'a pas trouvé sa place. D'autres ont joué un rôle incontestablement plus lumineux que Charlotte. Madame Roland a écrit ses mémoires, elle a été une femme d'influence. Olympe de Gouges a pris le parti de l'écriture. Elle s'est battue pour les droits des citoyennes. Moins connue, Louise de Kerrialo-Robert, journaliste et activiste, a pris position contre l'esclavage colonial. Je m'interroge aussi sur ce nom, Charlotte Corday, sous lequel elle est connue. Baptisée Marie-Anne Charlotte de Corday d'Armont, elle aime dans sa famille qu'on l'appelle Marie et signe ses lettres Marie de Corday.
Ce changement de nom, qui apparaît à la Révolution, m'intrigue. Elle utilise alors son dernier prénom, Charlotte, et signe Corday. Même si la loi l'exige, cette nouvelle signature, ni féminin ni masculin, n'est-elle pas une possibilité d'être autre? Il fait nuit quand je reprends la route pour Caen. Je pense que Charlotte a agi avec courage, certes, mais aveuglement. J'éprouve comme une fatigue ancienne qui me fait mal aux os, qui s'insinue en moi comme si j'avais avalé un arbre généalogique ou un squelette. Charlotte aura vécu une courte vie de renoncement et de sacrifice, couronnée par un acte de violence inouïe qui fera d'elle l'une des meurtrières les plus célèbres du monde. Ni féministe, ni réactionnaire, ni soumise, ni vraiment révolutionnaire, Charlotte, finalement, ne plaît à personne, à moins d'être instrumentalisée. Inclassable, on ne peut faire d'elle un modèle à suivre. « 1974. Nous sommes au lendemain du premier choc pétrolier et Giscard lance son programme nucléaire destiné à doter la France de son indépendance énergétique. C'est par la presse qu'André Roussel, le maire de Flamanville, apprend que son village du bout du monde pourrait accueillir une centrale nucléaire. Méfiant, il ne sait d'abord que faire de cette nouvelle inattendue. Mais très vite, les passions se déchaînent. D'un côté, les anciens mineurs des mines de Diélette voient dans la centrale la promesse d'emplois nouveaux. Les commerçants, la possibilité d'accroître leur chiffre d'affaires, et le maire se prend à rêver au réveil de son village endormi. En face, Jacques et Clémence Legendre, enseignants au Collège des Pieux, écologistes militants formés à la lutte, créent le comité de base contre la pollution atomique de La Hague. Ils sont suivis par les agriculteurs qui craignent de se voir privés de leurs terres et par les pêcheurs inquiets pour leurs ressources. À eux se joint la châtelaine désargentée, surtout soucieuse de préserver sa tranquillité et la beauté de ses falaises. Le maire décide d'organiser une consultation citoyenne dans un souci d'apaisement. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. Le village se déchire. Jérôme Le Filiâtre, grand reporter à Libération, natif du Cotentin, nous fait revivre dans son roman les grandes heures de la lutte antinucléaire. Il invite dans son récit René Dumont, le chantre de l'écologie, et le fait participer au grand rassemblement organisé dans le parc du château de Flamanville par les Legendre. C'est Dumont qui parle. Les gens qui nous gouvernent nous mènent à la catastrophe et à l'effondrement. Ils s'entêtent dans leur volonté de produire toujours plus, de consommer toujours plus. Produire et consommer, consommer et produire. Et il voit dans l'énergie atomique la façon de soutenir ce maléfique qui finira par épuiser toutes nos ressources. Toutes. Soyez sûrs que si l'on ne change rien, nous nous trouverons un jour dans une impasse. La seule question qui vaille à ce train d'enfer est de savoir quand exactement nous buterons contre elle. Vous avez raison de dire non à cette centrale que l'on veut bâtir le long de votre mer. Il faut dire non au nucléaire. Il faut dire non au nucléaire pour dire non à cette maudite civilisation de la croissance perpétuelle qui est la garantie à terme de notre élimination. Ne nous trompons pas, l'apocalypse est déjà là, parmi nous, dans les nuages de pollution qui nous dominent, dans les eaux d'égout qui se jettent dans la mer, dans nos poubelles qui s'accumulent. Nous sommes en train de jouer avec la planète comme des enfants lâchés avec une boîte d'allumettes dans une maison de papier. Le feu prendra un jour, peut-être dans 50 ans, peut-être dans un siècle, mais il prendra si l'on refuse de regarder en face la menace.
Cela ne peut pas continuer ainsi. Nous devons faire advenir une autre civilisation que celle de l'automobile individuelle et des supermarchés. « 38 poèmes d'une réelle sensibilité avec un ton très personnel qui parfois s'universalise et prend donc la hauteur nécessaire avec un sens qui échappe parfois à la situation même. Élise Leport regarde de sa fenêtre passer un quotidien dont la banalité devient la source du poème. Ainsi transcendé par la vision resserrée de l'autrice, ces petits bouts de rien laissent une grande place au lecteur, à son imaginaire. Chacun peut donc se retrouver dans ce banal qui nous ressemble et nous rassemble. Ainsi, ce qui pourrait passer pour de l'anecdote devient une fiction possible, une aventure au coin de notre rue, au pas de notre porte. Fuite de gaz. Un après-midi d'hiver, le béton s'enfuit et ton air hautain avec dommage et intérêt enterré dans le béton en ébullition, et c'est ton air qui danse dans le vide, dans le gaz, et les choses qui m'échappent. Tout me hâte. Fuite hautaine, fuite d'hiver, seulement une ambiance qui traîne. Traîner des quartiers chics, voilà comment tu m'appelais, voilà comment tu me traitais. Traîner de poudre qui monte à ton appartement des quartiers pauvres, où mes talons se cassent contre ce béton fluide. Fuite de gaz, un après-midi d'hiver, chez toi, où tu étais à m'attendre pendant que je venais en essayant de te comprendre. Et maintenant, ces lumières qui dansent dans ton appartement, dans le brouillard où vague ton air. Ma fourrure synthétique me tient chaud sur le trottoir où je me plante. Il paraît que le synthétique s'enflamme vite. Et voilà que tu apparais, en pièces détachées. Mon regard se pose sur ton corps explosé. N'y a-t-il personne ici pour m'offrir un café ? Je ne vois rien dans ce brouillard et je crois que j'ai froid. Est-ce le moment de faire comme si je m'étais égaré ? Non, je ne te connais pas. Voilà ce que je m'entends répondre aux hommes casqués. Oui, c'est à moi, ce talon cristallisé dans le béton. Ne vous embêtez pas, je peux marcher, même si je boite. Est-ce qu'il y a quelque chose à craindre des routes liquides ? Ma belle, il ne fait pas bon traîner sur les trottoirs des quartiers pauvres les après-midi d'hiver, renchérit le soldat de fer. C'est la première fois que je suis d'accord avec un homme. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Voyez-vous, les routes sont étroites et on les confond vite avec d'autres. Je me suis trompé, mais je vais retrouver mon chemin. Non, merci, ne me raccompagnez pas. Le brouillard se dissipe maintenant et l'air d'hiver réveille les instincts endormis. Un premier roman, mais déjà Guillaume Nel s'est fait un nom dans la littérature jeunesse. De jeunesse, il est question dans « On ne se baigne pas dans la Loire ». Un titre suffisamment explicite pour en deviner l'issue. L'auteur s'est inspiré d'une tragédie qui a endeuillé la région angevine l'été 1969. La qualité de Guillaume Nel est de mettre le lecteur en situation de se dire « mais non, ça ne va pas arriver ». C'est la fin du séjour dans ce centre de vacances. La chaleur du 31 août favorise un certain relâchement de discipline. L'eau est bien tentante.
À travers le portrait d'adolescent, Guillaume Del construit une chronologie implacable, coupée par un retour en arrière subtil. S'ajoutent par endroits des inventions d'écriture, tirées d'un savoir imaginé d'ado. Je m'attacherai à deux des personnages du livre. Gus, leader fanfaron et attachant, et puis Pauline, monitrice aussi maternelle que velléitaire, peu soutenue par un directeur, Benoît, curieux fétichiste, pressé de faire ses valises. Gus et Pauline, donc. Le garçon vient de provoquer une frousse bleue à Pauline en tardant à réapparaître de dessous l'eau. Il réitère. « Le dernier au banc de sable, tout là-bas, est une poule mouillée. Gus, non !» Cette fois-ci, Pauline refuse. L'iscle en question borde le lit principal du fleuve. Presque rien vu d'ici. Juste une langue jaune et grège qui s'étire. Peu de courant. La Loire de fin d'été, quoi. Tout le monde est trempé, on n'est plus à ça près, mais au fond d'elle, une voix dit stop. Vous attendez à la Seine. Benoît, lui, vient en aide. Dingue ce sursaut d'autorité. Il a donc fallu le dernier jour pour qu'il s'éveille enfin. On va y aller tous ensemble, il décrète. La Loire, ça déconne pas, faut faire gaffe. Pauline est sans voix. La Loire, c'est no-go zone. Tout le monde le sait. Mais Benoît semble ailleurs, perché loin. Gus, lui, a la badane jusque-là. La réaction du dirlo le confirme. C'est bien lui qui fait la loi. Et cette fois, il pousse le cran max. L'eau est omniprésente dans le livre, jusque dans un épisode annexe dans un château voisin. Mais c'est la Loire qui domine. La description du fleuve offre de très belles pages. Riverain du grand fleuve, plus en aval, Julien Gracq aurait peut-être aimé cette description. Un extrait. En surface, tout est blanc. Août. Le liquide dormant, en apparence seulement, est devenu sable par endroits, blanc laiteux à variante terre de Sienne, falin picoté, et partout l'eau tarie. Un leurre, oui, car en réalité, ça vit là-dedans, là-dessous, là côté. Sous la lumière crue, yeux plissés, observer suffit pour comprendre que le flot vibre et s'agite. L'eau coule plus loin, les ridules contorsionnent, jouent de la lumière et s'agitent. Jouent de la lumière et dansent avec les graves. Ce tronc échoué et l'aigrettes qui s'envolent. S'assourent, flux contraire sans que l'on s'explique vraiment. Partent en biais, souterrains, stagnent en flaques, mais surgissent ailleurs, inopinés. La Loire, aimable et sauvage, indomptée. Se méfier de l'eau qui dort. On ne se baigne pas dans la Loire. Aux éditions de Noël, Guillaume Nel. Nous connaissons et suivons depuis longtemps le cher bourgeois voyageur Alexis Salatko, ancien élève de l'excellent collège Victor Grignard. Il n'a jamais ressuscité le glorieux chimiste du Cotentin, qui fut pourtant prix Nobel de chimie. Mais Alexis Salatko a entre autres cette spécialité de nous offrir le retour de nombreuses figures grâce à la littérature. Il le fit récemment avec Dino Buzzati, il le fit aussi avec Django Reinhardt, toujours de la musique, encore de la musique, et il renouvela tout cela avec Horowitz et mon père, qui fut d'ailleurs lauréat d'un certain prix littéraire de la ville de Caen il y a quelques années. Ici encore, il est question d'un père et de son fils, Jo et Jules, ou plutôt Jules et Jo, qui ont un patronyme qui fut bien connu au siècle dernier. Était-ce un patronyme populaire, puisqu'il s'agit de la famille d'Assin? Pas sûr que ce fût populaire, illustration avec cette page. Mon fils, là-bas, sur mon bureau à Athènes, il y a toujours cette photo de toi prise à l'Olympia où tu faisais tournoyer ton micro comme un lasso. Que cherchais-tu à attraper? L'amour? La gloire? Ou ce bonheur qui toujours te fuyait? Où que j'aille, tu es là, dans mon cœur, dans mes pensées, et même dans l'odeur des cigarettes que Mélina fume du matin au soir en déclamant ses discours politiques.
Souvent la nuit, je rêve de toi, mon Jo. Nous marchons côte à côte sur une plage de Californie. Je ne sais pas siffler, c'est dommage. À la répétition, je l'ai bien fait. Où tu voudras, quand tu voudras. Eh ouais. Sur un sentier en crête. Là, je pourrais siffloter un sirtaki. Le long d'un trottoir, à New York, à Paris, au jardin des Tuileries, jusqu'à cette statue représentant l'homme et sa misère. Tu te voyais comme un divertisseur qui, à défaut de pouvoir changer le monde, s'était fixé pour mission d'apporter un peu de joie et de légèreté. J'avais, moi, une conception différente du métier d'artiste. Pour moi, la fonction première d'un film, d'un livre ou d'une chanson était de dénoncer les outrages et les injustices. Dans mes rêves, tu n'as jamais le même âge. Tu es tantôt ce petit garçon frisé comme un mouton, tantôt cet adolescent au sourire facétieux et mélancolique, tantôt cet homme mûr, fumant des cigares de cocher et me parlant avec cette voix chaude et grave qui fait se pâmer tant d'admirateurs. Nous parlions en américain et parfois en yiddish. Le ton montait vite, on s'embrouillait et pour ne pas se fâcher, chacun rengainait son colt et nous faisions une partie de tavli. Tu poussais tes pions, je poussais les miens et le vaincu s'en allait bouder dans son coin. Aujourd'hui, tout ça me paraît si bête. Le plus dur, c'est au réveil, quand tu t'évapores pour retourner Dieu sait où, et que je me retrouve seul avec mes souvenirs et mes douleurs de vieux monsieur dont tu n'auras, hélas, jamais à souffrir. Bien sûr, il y a Mélina, tes sœurs, Ricky et Julie, ta mère, Béa, qui me téléphone chaque semaine, mais ce n'est pas pareil. Je n'ai eu qu'un garçon, et il me semble que je n'ai pas assez profité de toi. Ce qui me tourmente le plus, vois-tu, c'est que tu sois parti en pensant que je ne t'aimais pas. Bien sûr, nous allons rompre l'ordre alphabétique. Merci Françoise, Michel, Éric, Xavier, Jean-Louis, Rémi de m'assister. Merci naturellement aux autres jurés qui sont présents dans la salle et qui ont travaillé avec nous pendant 1 an. Vous avez compris en vous montrant déjà tous ces livres que tous les auteurs que nous avons lus méritaient d'être présélectionnés. Et nous les remercions beaucoup de ce plaisir qu'ils nous ont fait du travail, mais du plaisir. Alors maintenant, nous allons arriver au trinôme qui est arrivé en tête. Et déjà... Éric Reinhardt. Avec ce livre, nous voilà dans l'histoire de Sarah, architecte et artiste, en rémission d'un cancer, en doute sur son couple et sur l'honnêteté de son mari. D'où son appel à un écrivain pour qu'il en fasse un roman, avec la demande expresse qu'on ne puisse pas la reconnaître. D'où l'invention du personnage de Suzanne, le double de Sarah, qui n'est pas tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Des échanges de Sarah avec l'écrivain naissent 2 visages, 2 récits, avec des variations apportées par l'écrivain qui injectent des éléments de sa propre vie dans celle de Sarah et de Suzanne. Réalité, fiction, un jeu de miroir, une mise en abîme, un mentir vrai. Nous sommes ainsi dans les coulisses de la fabrication d'un roman. Éric Reinhardt nous entraîne donc dans la descente aux enfers de Sarah et de Suzanne, avec ce roman original servi par une construction très habile et surtout aussi une très belle écriture. Et sans exclure un certain humour, il souligne également l'importance de l'œuvre d'art et le bienfait de la lecture. Alors, pour vous faire entendre la langue de l'auteur, je vais lire quelques lignes de l'épilogue que Sarah, lettre que Sarah écrit
le 27 octobre 2021. Très cher monsieur l'écrivain, j'ai bien reçu en juin dernier, en avant-première, La Mangeuse de tableaux, et je vous en remercie. J'ai lu d'une traite votre roman le jour où j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Mais sa lecture m'a profondément déstabilisée, pour ne pas dire angoissée. Pardon pour ma franchise. Il m'a été difficile de lire ce livre en prenant de la distance. Suzanne, c'est certes un personnage de fiction, mais pour moi, c'est mon reflet dans une glace. Vous deviez être étonné de ne pas avoir de mes nouvelles, et je m'en excuse. Je voulais relire votre roman avec plus d'attention avant de vous faire mes commentaires, mais je n'y arrivais pas. Et aujourd'hui encore, c'est trop oppressant. Chaque page est une brûlure, comme un fer chaud porté à même mon âme. Vous savez, lire sa vie écrite noir sur blanc dans un livre, je n'imaginais pas que cela pourrait faire cette impression. Et bizarrement, le fait que vous ayez décalé Suzanne de ma propre expérience rend l'histoire de cette dernière encore plus troublante et douloureuse que si vous vous étiez simplement contenté de raconter scrupuleusement la mienne. La fiction fait effet de levier sur mes propres souvenirs et les rend encore plus difficiles à soutenir. Vous avoir inspiré ce livre est miraculeux. Je suis ravie que vous m'ayez entendu. J'ai beaucoup de chance. Je ne regrette pas de vous avoir contacté puisque ce roman aidera sans doute des lectrices, et pourquoi pas des lecteurs, à se demander si elles sont à leur place dans la vie qui est la leur et s'il ne conviendrait pas de se déplacer pour retrouver du sens à leur existence, quel qu'en puisse être le prix. Il ne faut pas se résigner, jamais. Et je vous lis la fin de la lettre avec un dernier clin d'œil d'Éric Reinhardt. Je croise les doigts pour les prix littéraires. J'ai vu que vous étiez encore en lice pour quelques-uns. Alors, je passe maintenant au livre arrivé en numéro 2. Caril Ferret. Un lion dans le vent, en première de couverture. Des mots de Nelson Mandela en exergue. Un être humain. C'est une lumière libre qui se fait braise quand elle tombe et incendie quand elle se relève. Cela délivre tout le message des 527 pages d'Okavango, Gallimard série noire, qui dépasse le simple polar. Un roman engagé comme tous les livres de Caril Ferret, qui, cette fois, nous plonge au cœur de l'Afrique et au cœur de la réserve de Wildeboom, où vivent John Latham et le peuple des San. Et pour faire entendre la voix de John et de Caril Ferret, voici une lecture. La chance m'a souri à peu près au moment où vos gouvernements comprenaient que le seul joyau éternel était cette faune sauvage. Leur liberté est la mienne, Solana. La nôtre, il me semble. Cohabiter avec les autres espèces est la seule issue possible. Et les San le savent, puisqu'ils vivent ici depuis des millénaires. Wildeboom est ma mémoire sur Terre. Vous et moi poursuivons le même combat. Tous les enfants du monde rêvent d'animaux sauvages, de grimper sur un cheval ou sur un fauve pour courir après le vent. Tous les enfants dessinent des animaux. Tous les enfants, ou presque, jouent avec des figurines ou des peluches d'animaux qu'ils aiment comme leurs petits, avant de devenir adultes et d'oublier ce sentiment d'osmose. Beaucoup d'humains perdent le fil du rêve qui les liait à eux, par manque d'imagination, d'empathie ou de compassion, par paresse intellectuelle ou morale, parce qu'ils prennent ce vieil attachement pour des enfantillages.
et qu'ils ont mordu à la fable du commerce et de l'argent coûte que coûte. Parce que les animaux font partie pour eux d'un monde ancien, invisible, comme des jouets qu'on ne touche plus. Sauf qu'un monde sans animaux sauvages n'est pas un monde. La beauté gratuite qu'on éprouve à leur contact. Oui, je veux bien mourir pour ça. Alors John et Solana, une ranger, et d'autres personnages bien campés, puissants, nous emportent dans ce livre, hymne à la beauté du monde sauvage et à l'urgence de le laisser vivre. Et ils nous initient au règne animal comparé aux humains. Manière aussi pour Caril Ferret de dénoncer guerre, colonisation, corruption, génocide. Un roman d'amour aux animaux, à la nature, mais aussi un roman d'amour tout court. Une écriture efficace et poétique, un rythme haletant, avec une manière de boucler les chapitres qui appellent de lire vite les autres chapitres, et donc de dévorer le livre, même s'il fait 527 pages. Alors, une enquête qui se déroule peu à peu, qui s'enrichit au fil des pages, pour atteindre une dimension mythique. Page 526. John savait qu'il ne fallait pas se retourner, comme dans les mythes où croiser le regard de l'être aimé pouvait tuer. Il fallait juste marcher droit devant. J'ai choisi ces mots des dernières pages, évocateurs d'un mythe inversé d'Orphée et d'Eurydice. Avec ce livre, nous voilà au cœur d'une famille nombreuse, issue de l'immigration, et des souvenirs de Liazid, dernier de la fratrie, qui rêve d'affirmer sa présence au monde par l'art et l'écriture. Premier passage pour vous faire entendre la langue de Zadig Amroun. Adieu, Émédiria. Les égarés avaient atteint la terre promise, fertile, où le troupeau pouvait paître, tranquille, où coulait le lait. Le camembert exhibait son duvet blanc sous son couvercle de peuplier. Des léopards griffus feulaient dans l'écusson rouge des drapeaux, flottant sur l'abrupt éperon rocheux. Les pains blancs s'entassaient dans le grand buffet, les planches de la réserve s'affaissaient sous le poids des denrées. Papa et maman avaient mangé des racines, mâché du chardon, trimé, rêvé d'école, les yeux purulents. Mais Dieu nous avait accordé la baraka. Nous ne vivrions plus d'expédients. La misère immédiatia était matée. On était peinards, de vrais pachas, selon papa. C'était à Montmorency, faubourg d'Hérouville-Saint-Clair, dans notre jardin des délices. Pour papa, la Normandie, après la plaine Saint-Denis, c'était le paradis. L'école à côté, la piscine, bientôt, des champs à perte de vue. La ferme Cottard nous livrait le lait cru, le beurre de baratte et les œufs frais pendus du jour.
Ça a changé des taudis, des marchands de sommeil, de la faune interlope, des tripots, du tric-trac d'Aubervilliers. Et il y avait la mer, boueuse, trouble, mais la mer des odyssées, la mer salée des nostalgies bleues, des crêpes et des gaufres, les jours de paye. Maman relevait sa jupe, elle avait de l'eau jusqu'au mollet, on se tassait tous dans la 404 d'un ami de papa, les petits dans le coffre, et hop, tous à Rivabella. Alors, c'est un récit qui est mené par une polyphonie efficace. Il y a la voix de l'Iyazide à 6 ans, à 12 ans, à 54 ans, et les voix de la famille, la mère, le père, la sœur, le frère. Un récit non linéaire, non chronologique, qui se justifie par les flashbacks des souvenirs qui jaillissent de la mémoire de l'Iyazide pendant près de 40 ans. Un récit de l'intime et de la difficulté de la double culture, servi par une très belle écriture, où l'auteur passe d'un niveau de langue familier à un niveau de langue plus soutenu. Mais c'est aussi un livre où la société de ces années-là est omniprésente et où les souvenirs de l'Iyazide qui se déploient éveillent les propres souvenirs des lecteurs et évoquent ainsi des lieux partagés. C'est donc un roman fort, authentique, émouvant, parfois lyrique. Et je terminerai par ces pages, parce que nous ne divulgacherons pas, puisque c'est un terme à la mode, ce qui se passe dans le livre. Mais quand même, je ne tiendrai pas longtemps, je le savais. Il fallait que quelqu'un fît irruption dans la chambre étroite pour interrompre la nuit barbare. Traverser le cerceau enflammé du cauchemar, tangible comme les fauves du cirque. Quelqu'un viendrait qui se substituerait à mon frère et m'entraînerait loin de lui. À son allure, j'oserais tout, ne vivrais que par et pour l'art. Et, comme personne ne se présentait dans mon entourage immédiat, je discernais, parmi le fatras d'images qui avaient consolé mon enfance et mon adolescence, en me faisant entrevoir une dimension suprême, celle qui coïncidait avec ce que je désirais être. Ainsi, mon frère serait désormais le Caravage. L'autre était un faux semblant. La réalité était une puissance trompeuse. C'était une sorte de subterfuge nocturne pour discipliner mon penchant à la dépression infantile sans y renoncer, parce qu'elle était aussi un état essentiel. Je devais concilier souffrance et bonheur. Chut, le jour décline, le rêve est inaliénable. Michelangelo se met à parler. 4 siècles nous séparent, mais je l'entends nettement, mieux qu'au Tilifre. Nous avons tous deux la nuit en partage, mais une nuit d'extase, la nuit baroque. Donc, nos remerciements de vive voix aux auteurs qui sont là, à tous ceux, monsieur le maire, monsieur l'ancien maire, monsieur le député, etc., d'être présents. On pourra. Alors, c'est bien, monsieur Nicole vous a annoncé les dates suivantes, c'est-à-dire la remise du prix, époque,
nous aurons la rencontre avec Zadig Emroun pour ce livre-là, le prix littéraire, le 25 mai à 14h, au petit auditorium du Conservatoire. Donc nous avons encore des rencontres à faire. Et avant de nous quitter, est-ce que parmi vous, quelqu'un souhaite intervenir ? Bonsoir à tous. Merci. Je ne vous cache pas que je suis extrêmement honoré, touché par le choix que vous avez fait. Je dois dire que quand je suis rentré de Rome en fin janvier, je vérifie assez peu ma boîte aux lettres, non pas que j'ai une phobie administrative, mais je sais qu'on n'y découvre en général que des factures ou des choses de cet acabit, et je m'en dispense. Mais là, j'ai eu le réflexe d'ouvrir ma boîte aux lettres et je découvre une lettre avec une adresse manuscrite. Et je me dis, c'est assez rare pour que, quand même, je m'en empare et que j'ouvre cette lettre. C'était la très belle écriture de Claudette Coe, que je remercie. Et j'ai été un peu abasourdi parce que mon éditrice n'avait fait aucune démarche pour que mon livre soit sélectionné. Et je ne sais pas comment ce roman a finalement atterri chez l'un ou chez l'autre. Mais en tout cas, j'en suis extrêmement heureux. D'autant plus que je suis rentré à Caen après une assez longue errance à Londres, à Rome, à Paris, avec le sentiment d'être un peu apatride et d'être nulle part chez moi. Et finalement, je suis rentré à Caen pour écrire ce roman. Et là, je me suis senti chez moi. Et je me suis dit, Caen, c'est ma patrie. Mes parents ont eu l'excellente idée, l'idée salvatrice, en 1966, de venir s'installer à Caen. Eux-mêmes étaient des gens de l'exil. Et je dois dire que toutes mes premières impressions, mes premières odeurs, mes premiers nuages, mes premières pommes, c'est ici que je les ai sentis, goûtés, vus. C'est le lieu de mon enfance, c'est le lieu qui m'a constitué. Et ce prix me va vraiment droit au cœur. Merci, merci, merci. Vous savez qu'il ne le savait pas du tout, hein. Et son éditrice ne le sait pas encore. Je vais lui téléphoner pour lui demander une photographie haute définition, parce que nous n'avons pas terminé le travail. Nous allons faire des affiches, des marque-pages, etc., etc. Voilà. Et... Ah! Alors vous allez me les envoyer. Est-ce que quelqu'un veut intervenir aussi? Nous n'avons pas été trop longs. Pas d'intervention? Merci mille fois de votre présence.